voit à travers ce nouveau gouvernement un signe fort d'apaisement pour remettre le Gabon sur les rails du développement, analyse et décryptage à suivre au cœur de ce journal. Et ça bouge dans les chantiers des infrastructures sportives destinées à abriter la CAN 2019. On fait le point sur les chantiers qui sont en cours de réalisation à Garoua et à Douala au cœur de ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Encore un incendie au marché central de Yaoundé. Les flammes se sont déclenchées aux premières heures de la matinée. Une vingtaine de boutiques sont parties en fumée. Aucune perte en vie humaine, mais d'importants dégâts matériels évalués à des centaines de millions de francs CFA. Des commerçants victimes et sinistrés ne savent plus à quel sens se vouer au regard des pertes énormes enregistrées à l'approche de la rentrée scolaire. Des témoins affirment qu'un court-circuit électrique est la cause probable de cet incendie. Ce marché central à Yaoundé reste toujours vulnérable au risque élevé d'incendie, un sempiternel problème qui n'a pas toujours été résolu. Emmanuel Diop et Ike Cyril. Tenus à bonne distance par les forces de l'ordre, les commerçants du marché central de Yaoundé assistent impuissants à la montée des flammes. Tout est réduit en cendres et ma librairie était en première ligne. Ça ne reste que la cendre en pleine rentrée. Et comme vous le savez, nous qui faisons dans la librairie, on s'arrange à être au complet un mois avant la rentrée. Malheureusement, 2 semaines avant la rentrée, tout ce que j'ai acheté, tous les crédits qu'on m'a donnés, c'est passé en flamme, c'est parti en flamme. L'incendie ravageur est déclaré aux premières heures de la matinée. C'est autour de 4 heures qu'un policier m'appelle pour me dire qu'il y a le feu qui est en train de se brûler derrière mon magasin. À l'arrière, là, on est à peu près à une dizaine de mon côté. Après, le feu est reparti de côté des voisins. Je ne peux pas estimer le nombre de boutiques qui se trouvent de l'autre côté là. Selon des sources, une vingtaine de boutiques au total sont réduites en cendres. À notre arrivée, nous avons trouvé une boutique totalement en flammes et nous avons immédiatement commencé l'extinction. Nous avons eu des soucis. Par exemple, la présence de l'énergie électrique qui a tardé à être isolée. Ensuite, la mauvaise architecture ou l'architecture complexe de tous les bâtiments voisinantes et le bâtiment concerné même par le feu. L'armée de terre, la gendarmerie, la police et les sapeurs-pompiers ont été mobilisés pour maîtriser les flammes. Mais l'absence d'une bouche d'incendie au marché central de Yaoundé complique la situation. En fait, lorsqu'on a un engin comme celui-là, pendant un feu, il doit être branché directement sur un poteau d'incendie ou bien sur une bouche d'incendie. Ce n'est pas le cas. D'où nous sommes obligés d'utiliser toute la réserve de Yaoundé. Tous les engins pompes, les engins d'incendie, de lutte contre l'incendie de Yaoundé ont été mobilisés pour maîtriser cet incendie. Actuellement, nous avons plusieurs boutiques de matériel divers qui ont été consumées. Les sapeurs-pompiers demandent du renfort. D'autres camions Stern arrivent. Et c'est finalement vers 9h30 que l'incendie déclenché depuis 4h du matin est maîtrisé. Présent sur le théâtre des opérations, le gouverneur de la région du centre donne un code de bonne conduite aux sinistrés. Je dois leur dire de tout faire pour maîtriser le circuit électrique dans leur boutique, puisque c'est tout ça qui est à l'origine. Deuxième chose, d'éviter le réchaud dans les boutiques, parce que quand on se lève tôt le matin, pour pouvoir faire peut-être un petit beignet ou bien un petit thé, ça risque aussi de causer ça. La police et la gendarmerie ont ouvert une enquête pour déterminer les causes de l'incendie. Mais déjà, l'entreprise en charge des questions d'électricité au Cameroun fait savoir que ces installations ne souffrent d'aucun problème
alors que sur place, au marché central, la thèse d'un court-circuit pour cause de mauvais branchements électriques est fortement évoquée. Ils ont fait régner la terreur dans le 3e arrondissement de Douala, spécialistes des braquages à main armée dans des domiciles, auteurs de plusieurs agressions mortelles et de vols de motos. Ces malfrats viennent d'être interpellés lors d'une opération menée par la brigade de gendarmerie de Nilon. Cependant, une inquiétude persiste sur le statut des membres de ce gang. Comment des repris de justice sont-ils replongés dans le grand banditisme? Le récit des faits avec Donald Anouzoua et Eukwa Claude. Le tatouage sur son dos ferait frémir le Christ du Haut-Tsakua. Jesse, alias Satan, fait partie d'un gang de bandits et tuerait ses victimes au rythme des battements de son cœur. Ces faits d'armes se racontent à visage caché par crainte de représailles pour celui qui en fait le récit. J'étais chez moi un jour environ de 2 heures. J'ai compris, sauvez-moi, sauvez-moi, sauvez-moi. Je suis sorti. À mon carrefour, j'ai rencontré 2 femmes, elles étaient 3. Elles m'ont dit qu'il y a 2 gars qui les ont agressés et prendre les sacs. Je cours donc vers la victime, je constate tout le côté trempé du sang. Elle m'a dit, elle connaît même le petit qui l'a agressé. C'est la 2e fois qu'on les agresse sur ce carrefour. Satan, il s'appelle Satan et il sème trop la terreur au quartier. Satan et ses compagnons d'infortune, récemment tombés dans la nasse des éléments de la gendarmerie de Nilon, au 3e arrondissement de la ville de Douala, étaient spécialisés dans l'agression des femmes, le vol de motos et le braquage à main armée dans les domiciles. Les présumés malfrats présentés au public contestent avec véhémence ce butin qui leur est attribué. Ça ne va pas nous tuer ça. Les populations, par l'entremise du chef de quartier, saluent le travail de la gendarmerie nationale. Depuis que les éléments de Nilon ont décidé d'assainir, nous dormons un peu. Je demande à tous les chefs de collaborer, la population de collaborer, ne pas avoir peur. Je n'ai pas sorti d'ailleurs pour venir vous mettre dans votre propre quartier. Les présumés malfrats, au moment de quitter la brigade de gendarmerie de Nilon, ont promis revenir faire la peau au béret rouge. Des menaces qui pourraient sceller définitivement le sort de Satan et sa bande devant les juridictions compétentes. L'élan humanitaire d'un bateau médicalisé accosté à Douala suscite déjà le désespoir chez des milliers de Camerounais victimes de maladies graves mais recalés lors de la sélection des bénéficiaires d'une prise en charge médicale gratuite. Je vous le disais en titre, seuls 4500 malades sont retenus pour cette opération sur environ 20 000 enregistrés. Des malades laissés pour compte et indigents continuent de mettre la pression sur les pouvoirs publics. Ils expriment leur cri de détresse dans ce reportage d'Innocent Abega et Sylvestre Zangao. Sous la pluie et le poids de la douleur, des malades se dirigent vers la cellule de suivi et d'évaluation de l'opération Merci Chip pour avoir des informations sur leur cas. Il y a une chose, soit vous êtes retenu, soit vous ne l'êtes pas. Et là, maintenant là, allez, retenez seulement une seule chose, c'est que vous devez aller attendre. Si on pourra vous appeler, on ne va pas vous appeler. Parce que vous dites qu'on a la bonne information, personne n'a la lettre sur la table. Donc allez attendre. Si vous ne voyez, si on ne vous appelle pas, on ne vous a pas retenu. Mais si on vous a retenu, on va vous indiquer, on va vous appeler. Habités par le désespoir, ces recalés de l'opération se tournent vers les pouvoirs publics pour demander que le nombre de 4500 patients retenus pour être pris en charge soit revu à la hausse. Mais il y a tellement des indigents, tellement de malades qui n'ont pas pu accéder au bateau. Parce qu'on nous inscrivait en relevant nos numéros de téléphone. Nous, on pensait que quand le bateau serait là, on allait nous appeler au téléphone, qu'on vienne passer au moins devant ces médecins avant qu'ils jugent qu'ils peuvent laisser ceux-ci et plus intervenir qu'à
qui sont plus graves. 4500 personnes, c'est très peu par rapport aux 10 régions du pays. Parce qu'il y a des gens qui souffrent, qui n'ont même pas le moyen de s'acheter une quinine. Je prie le président que pardonne une d'aide à les gens qu'on n'a pas pris. Parce que moi, je suis en train de mouiller sous la pluie, on ne m'a pas pris. Comment je dois alors faire? Je dois faire comment? Pardon, quand on me prenne aussi, ça fait 3 ans ou 4 ans que je marche avec mes pieds. Face à l'insistance de ces malades désespérés, les membres de la cellule de suivi et d'évaluation de l'opération ne peuvent rien faire d'autre que de se limiter à leur rôle. On est là dans l'accompagnement psychosocial, ça veut dire qu'on accueille les malades, on les identifie et on les oriente dans les centres déjà retenus. Il y a des gens qui étaient sceptiques, qui ont eu l'information, mais ils ont refusé de croire. Mais maintenant que Merci Chip est déjà là, ils croient et ils viennent vers nous pour dire qu'ils veulent s'enregistrer. Mais c'est déjà tard parce qu'on a déjà arrêté avec les enregistrements. Les malades déjà informés de l'avis favorable donné à leur dossier sont invités à attendre dans leurs localités respectives, qu'ils soient à nouveau contactés pour être acheminés vers la maison du parti de Douala. Et les Camerounais victimes de maladies graves et bénéficiaires de cette prise en charge médicale gratuite sont déjà attendus à Douala, notamment ceux qui viennent de l'extrême nord. Ils ont reçu leur lettre de rendez-vous des mains du gouverneur de cette région à l'extrême nord. Des précisions avec Amadou Daïrou et Mirabel Mazo. De l'espoir en vue pour les personnes atteintes de maladies rares, des malformations et autres pathologies difficiles à soigner et dont la prise en charge est coûteuse. Ils sont au total 147 patients sélectionnés dans la région de l'extrême nord pour cette première vague de soins au Merci Chip. Ça, c'est la première vague qui est en train de partir. Nous avons convié tout le monde, les leaders religieux traditionnels, pour leur souhaiter des prières écuméniques, pour leur souhaiter un bon voyage, mettre également tout ça à la dimension spirituelle pour que tout se passe dans les conditions de loi qu'ils pouvaient nous retrouver. Après avoir reçu des membres du gouverneur de la région de l'extrême nord leur lettre de rendez-vous, ces malades ont pris la route pour Douala dans l'espoir de recouvrer la santé. Pour bénéficier de cette manne, les pouvoirs publics disent avoir pris les mesures nécessaires pour le convoi des patients et leurs accompagnateurs venant hors de la ville de Douala. Nous avons mis tout en œuvre pour toute la région, tous les villages, en dépit des conditions de sécurité que nous connaissons et puis également des problèmes de saison où les routes sont impraticables. Nous avons pu à ces jours recenser près de 150 personnes. Pour le cas spécifique de l'extrême nord, les malades sélectionnés nécessitent des opérations chirurgicales compliquées. Ils sont essentiellement des enfants âgés de 3 à 15 ans. Ils vont pour la chirurgie orthopédique. Donc c'est des enfants qui sont nés avec des malformations congénitales des membres supérieurs et inférieurs. Un ouf de soulagement pour les parents de ces progénitures qui caressent le rêve de guérison. Une grande joie par rapport aux sélections. Il y avait eu tellement beaucoup de personnes dans notre district de santé de Kaélé, mais c'est ma fille qui est retenue. Donc j'ai une grande joie de la bonne guérison de ma fille. Bon, la souffrance, ce n'est que quand elle était petite, elle n'arrivait même plus à marcher. Actuellement, elle est debout, les membres ne font pas de mouvements. Bon, si par la grâce de Dieu, j'arrive déjà à ce que ces membres font déjà des mouvements, c'est déjà beaucoup. Merci Chip est une organisation non gouvernementale, humanitaire et internationale. Elle s'est donnée pour mission d'améliorer l'accès aux soins de santé dans les pays africains. Vous n'avez peut-être pas oublié cet autre cri de détresse de 800 étudiants camerounais victimes d'arnaques et d'escroqueries lors d'une formation dans une école clandestine à Bafoussam. Ils sont allés mettre la pression sur le Premier ministre afin d'obtenir la reconnaissance de leur formation d'agents des eaux et forêts. Cependant, la situation demeure compliquée pour les autorités impliquées dans ce scandale où un centre de formation ne disposant d'aucun agrément a abusé de la naïveté de la jeunesse camerounaise en quête d'un emploi décent. Reportage d'Alastiana et Jean-Paul Fougnat.
Face au refus du gouverneur de l'Ouest de publier l'accord qui aurait été formalisé entre les ministres Zachary Perevet du Minefop et Philippe Ngolem Ngwese des Forêts pour la reconnaissance de leur diplôme de fonds de formation, les élèves forestiers de Bafoussam étaient à Yaoundé vérifier l'existence physique de l'arrêté conjoint des deux départements ministériels. Ils nous ont demandé si on a cette lettre, on nous a bien expliqué vraiment qu'ils ont vraiment refusé de nous remettre ces lettres. Ils nous ont dit, à part la lettre circulaire du communiqué presse radio qui est sorti depuis le 16 février 2016, aucune lettre n'est sortie après cette lettre, aucune arrêté. Cette communiqué presse, et ils l'ont tracé pour nous prouver vraiment que jusqu'à nouvel ordre, aucun centre ne pourrait former les forestiers. Et quand ils n'ont envoyé aucune lettre. Les 106 apprenants indiquent qu'à leur arrivée à Yaoundé, même le comité d'accueil des forces de maintien de l'ordre s'est indigné de leur situation. Quand ils ont pris ces requêtes et ces preuves, ils ont lu ça. Eux-mêmes, vraiment, ça les a d'abord touchés en première position. Ils ont directement demandé le nom de ce promoteur. Ils ont posé la question s'il y a un gouverneur dans cette région. On les a dit qu'il y a un gouverneur. Ils étaient étonnés. Indexé d'avoir délivré agrément pour le fonctionnement d'une école des eaux et forêts, Zachary Perevet, dans cet arrêté du 9 mars 2017, se défend qu'il s'agissait d'un institut professionnel habilité à la formation en 14 métiers de la foresterie, excluant d'office la conservation de la biodiversité et écosystème, le contrôle et la police forestière, domaine exclusif de l'État et non des privés. Dans cette correspondance adressée à ces services déconcentrés avec ampliation aux gouverneurs des régions et préfets, le ministre Perevet demandait à ses délégués régionaux et départementaux de veiller dans ces centres au port des tenues ordinaires sans ressemblance aucune à celles des agents des eaux et forêts. Mais à Bafoussam, le promoteur de cet institut, Stéphane Serge Kouyaté, ici en image, et les autorités administratives piétinent la réglementation en vigueur. Ici, la sortie d'une promotion sous la bannière École des eaux et forêts d'Afrique centrale avec tous les honneurs militaires indus, balancés entre remboursement de la moitié de leur pension ou poursuite d'une formation à l'issue incertaine, les élèves forestiers de Bafoussam ont saisi le Premier ministre Philémon Yang pour arbitrage. Affaire à suivre. Dans ce contexte d'insécurité transfrontalière, des policiers, gendarmes et autres douaniers ont été édifiés sur les techniques d'identification des engins explosifs improvisés durant une formation à l'École internationale des forces de sécurité à Yaoundé. Leur formation vise donc à leur donner les clés pour être capable de désamorcer dans un proche avenir ces engins explosifs. Joël Essenge et Marcelin Gansop. Face à la puissance de feu des forces de défense camerounaises, Boko Haram a opté pour la lâcheté à travers les attaques kamikazes et l'utilisation des engins explosifs. La menace de ces engins est telle qu'il faut tout faire pour en limiter l'impact et par ricochet sauver des vies. L'actualité quotidienne est émaillée par des reportages incessants relatifs aux actes perpétrés à l'aide de l'explosif par les membres de la secte terroriste Boko Haram dans les régions septentrionales du Cameroun. La protection des personnes et des biens étant une mission régalienne de l'État, le séminaire organisé à partir de ce jour s'inscrit dans ce contexte pour fournir aux agents publics des diverses administrations publiques les outils nécessaires pour assurer efficacement cette mission de protection. Voilà qui justifie cette formation destinée aux forces de sécurité, mais également élargie aux douaniers et autres agents des eaux et forêts. Chacun de ces acteurs devant désormais être capable de détecter les engins explosifs, devenus une véritable arme de destruction massive dans le cadre de la guerre contre Boko Haram. Messieurs les séminaristes, vos administrations respectives vous ont fait l'honneur de vous désigner pour suivre cet important module de formation. Il reste à vous à présent de le mériter par votre assiduité et par votre sérieux en suivant utilement les enseignements qui vous seront dispensés pendant votre séjour ici. Cela va sans dire que la préservation de la paix et de la sécurité constitue une condition indispensable pour le plein épanouissement de nos populations et le développement de notre pays.
La formation ouverte à l'œil force s'inscrit en droite ligne des missions statutaires de cette école. Elle met un point d'honneur à la formation dans les domaines de la sécurité intérieure ainsi que les opérations de maintien de la paix. Sur un continent africain en proie à des crises sécuritaires et des conflits sociopolitiques que valent les décisions du Parlement panafricain, cette instance méconnue des Africains tient à sortir de l'ombre. Elle organise une conférence internationale à Yaoundé. Au-delà de la vulgarisation de ses missions, les parlementaires panafricains se sont penchés sur les questions brûlantes d'actualité sur le continent. Compte rendu, Élisée Bogba et Gizogo. La conférence internationale de Yaoundé sur le Parlement panafricain s'est ouverte avec l'objectif clairement affiché de mieux faire connaître cette institution au peuple. Les enjeux de Yaoundé vont permettre, au sortir d'ici, d'avoir une idée globale de ce qu'est ce Parlement panafricain qui représente les peuples africains. C'est un organe de l'Union africaine. Les gens sont peut-être habitués à la Commission de l'Union africaine, mais ils ne savent peut-être pas qu'il y a d'autres organes, et des organes très importants qu'on appelle le Parlement panafricain et les autres, le NEPAD et autres. Dans la même perspective, l'élan unificateur des politiques en vue d'une seule Afrique est promu. L'élan est réel quand vous voyez la progression, parce qu'on part de l'OUA et aujourd'hui on est au niveau de l'Union africaine. La différence entre l'OUA et l'Union africaine est qu'on a voulu la participation des peuples au développement de l'Afrique. Oui, les chefs d'État africains ont cette volonté et c'est pour cela que progressivement les peuples africains trouveront leur compte. Ce qui met en exergue la décision des autorités tchadiennes de donner un coup de fouet au processus d'intégration sous-régionale. À mon sens, les décisions que viennent de prendre les autorités tchadiennes est une étape de la mise en œuvre de cette volonté politique des hauts responsables de la sous-région Afrique centrale. Cela constitue, à mon avis, un acte qu'il faut saluer. C'est un exemple. Je souhaite bien que les autres pays emboîteront le pas au Tchad. Pour autant, à l'intérieur des États, comme au Gabon, cette quête passe par la poursuite du jeu politique avec un remaniement ministériel. La promotion de Pierre Manganga Moussavou, de Pierre Claver Manganga Moussavou, la promotion de René Demezo et d'autres compatriotes justifie cela, la volonté du chef de l'État. Il est tout à fait normal qu'après un dialogue, que les gens continuent à réfléchir et à gérer le Gabon ensemble. Et bien que les tensions persistent entre le pouvoir et le chef de l'opposition, on veut conjurer les mauvais augures et espérer qu'on peut faire mieux malgré tout. Moi, j'aurais souhaité que Jean Ping puisse participer au dialogue. Même après une guerre, les gens se retrouvent toujours ensemble pour le bien-être de leur pays. Comme un réceptacle, la rencontre du Parlement panafricain à Yaoundé ouvre la porte à tous les espoirs de l'Afrique face à elle-même. Quelques mois après l'instauration d'un dialogue politique au Gabon, une nouvelle architecture se dessine dans les institutions gabonaises et Pierre Claver Manganga Moussavou fait son entrée au poste de vice-président de la République. Pendant ce temps, le camp Ping reste sur ses positions et ne participe pas à ce nouveau gouvernement formé il y a quelques jours sur proposition du Premier ministre gabonais. Des précisions avec Eric Ouattat et Eric Martial Diomo. La nouvelle architecture du gouvernement gabonais intègre plusieurs résolutions du dialogue national qui s'est achevé il y a plusieurs semaines. Le point le plus important est l'attribution du poste de vice-président. Et c'est Pierre Claver Manganga Moussavou, figure de proue de l'opposition gabonaise, qui a été choisi par Ali Bongo Dimba pour occuper ce poste. Opposant de longue date au régime du père et du fils Bongo, il a le mérite d'avoir affronté Omar Bongo lors de la première élection présidentielle pluraliste de 1993.
Il a ensuite été candidat malheureux aux présidentielles suivantes. Lors de celles du mois d'août 2016, il avait terminé en 5e position. Le poste de vice-président pourtant prévu dans la constitution gabonaise n'avait pas été pourvu depuis l'arrivée il y a 8 ans d'Ali Bongo Ondimba à la tête du pays. Il est à noter que le vice-président seconde le président de la République dans ses tâches. Plusieurs autres membres de l'opposition dite modérée font leur entrée dans ce gouvernement. Patrick Eyogo, Estelle Ondo ou encore René Demezo Obiang qui avait coordonné la campagne de Jean Ping lors de la dernière présidentielle. Idem pour Jonathan Doutoumengome. Bruno Ben Mobamba perd son poste de vice-premier ministre et récupère celui de ministre d'État, ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme. Ce gouvernement d'union nationale compte 37 ministres, un peu moins que le précédent, même si quelques observateurs critiquent sa faible orientation économique, alors que le pays est secoué par une récession importante qui s'étend à toute la sous-région Afrique centrale. Et au lendemain de ce remaniement ministériel gabonais, l'aile dure de l'opposition et la société civile déplorent un simple jeu de chaises musicales où des anciens opposants sont récompensés pour leur participation au dialogue politique. Cependant, d'aucuns estiment que ce nouveau gouvernement gabonais dévoile la profonde fracture au sein du PDG, le parti au pouvoir, en raison du choix de certaines personnalités réputées proches d'un mouvement politique contesté au Gabon. Je vous propose d'écouter la réaction de Marc Ona Essangui, coordonnateur du mouvement Tournons la page au Gabon. Mon commentaire par rapport à ce gouvernement, c'est qu'il n'y a pas de nouveauté. C'est tout simplement une opération de chaise musicale et un gouvernement complété par quelques transfuges de l'opposition qui ont contribué à l'organisation de ce dialogue. Et ce que je constate tout simplement, c'est que le Mogabo, qui est une branche qui prétend défendre les intérêts d'Ali Bongo, a pris le dessus sur un autre groupe du gouvernement et même du PDG qui n'était pas d'accord avec cette façon de faire. Il vous souviendra que le Mogabo était à l'origine de la dissension au sein du PDG, de la dissidence menée par un groupe appelé Héritage et Modernité. Dans cette guerre Mogabo, gouvernement et PDG, la sortie de M. Ntoutoumengom, Jonathan et Télésor Obam ont mis en évidence les divisions au sein du parti au pouvoir. Et leur position très tranchée contre le Mogabo risque d'avoir des répercussions sur ceux qui vont aller dans ce gouvernement. Par exemple, M. Jonathan Toutoum, je ne sais même pas à quelle sauce il sera mangé dans ce gouvernement pour ses positions très tranchées contre le Mogabo, qui a eu le dessus, parce que l'analyse que moi je peux faire, c'est qu'Ali Bongo a préféré, comme d'habitude, prendre le parti du Mogabo au détriment des autres membres du gouvernement qui n'étaient pas du tout d'accord avec ce discours très belliqueux du Mogabo. Par exemple, M. Bilémisé, Alain-Claude, qui est l'un de... Qu'est-ce qui explique le caractère endémique du risque élevé des inondations dans la ville de Douala? Comment comprendre la récurrence de ces inondations aussi bien dans les quartiers populeux que les quartiers à fonction économique? On en parle en deuxième partie de ce journal avec un expert en gestion des risques, Eli Tchepma, l'invité de ce journal. Mais avant, je vous le disais en titre, ça bouge dans les infrastructures, sur les chantiers consacrés aux infrastructures sportives. À Garoua, des ouvriers s'activent déjà pour la rénovation des stades, mais aussi la rénovation des hôtels et construction d'autres infrastructures qui sont destinées à la CAN 2019. Des précisions avec Olivier Sefo et Julienne Berthe-Bissaille. En prélude à la Coupe d'Afrique des Nations 2019 au Cameroun, la ville de Garoua s'arrime aux préparatifs. Ici, au stade Sinagès, l'on peut voir le dispositif technique déjà en place et les populations qui s'activent à redonner à ce stade une image plus reluisante. Les responsables, de leur côté, passent l'ouvrage au peigne fin, une action appréciée par les populations. En tant que jeune de Garoua, je constate vraiment l'arrivée des matériels de la construction des
vétérans pour la préparation de la CAN. Et ça nous fait vraiment plaisir de le voir. Grâce à ce chantier, on peut dire que les jeunes pourront aussi trouver quelque chose à faire et gagner leur pain quotidien. Nous trouvons ça vraiment merveilleux, espérons que ça va aboutir. Les travaux de réfection du stade Synages de Garoua sont dirigés par l'entreprise américaine Prime Protomac. À Garoua, l'une des 4 villes choisies pour abriter la compétition, l'on est parti pour être prêt le jour dit. Un public reportage dans ce journal, le championnat des Jeunesse Vacances suscite une effervescence populaire à Banganté depuis près de mois et les différents finalistes peaufinent leur stratégie pour offrir un beau spectacle à la clôture de ce championnat de vacances. Reportage. Explosion de joie après la qualification de l'équipe féminine cadette de Bantoum face à celle de Bazou pour la grande finale du championnat de jeunesse vacances à la fatidique épreuve des tirs au but. Je suis ravi pour ce match que nous avons gagné, puisque nous simplifions et nous remercions notre coach, notre support, notre entraîneur, venant de notre centre de formation soutenu par sa variété Sabet Mariosine. Ambiance similaire après la qualification également en finale de football pour l'équipe féminine cadette de Bassamba, 1-0 sur celle de Banganté. Chez les cadets garçons, l'équipe de Bassamba a obtenu vendredi dernier sa qualification en venant à bout des jeunes de Bazou sur le score d'1-0 et tout ceci du côté de Banganté. On n'espère pas gagner ce match, mais par effort, par le travail, on a gagné ce match. Le duel le plus attendu pour les demi-finales seniors s'est déroulé du côté de Bazou, toujours dans le département du Ndé, à l'ouest du Cameroun. Ici, le public a répondu massivement présent. Même les chefs traditionnels de l'arrondissement de Bazou étaient de la partie. Ce duel opposait l'équipe de Banoun à celle de Bamena. Au terme d'une rencontre très enlevée, c'est finalement à la fatidique épreuve des tirs au but que l'équipe de Bamena se qualifie pour la grande finale de football. C'est très heureux parce que dès le début, j'ai pu arriver à la finale et je me retrouve en train de jouer la finale. Satisfaction totale pour le comité d'organisation qui a jusqu'ici battu un travail de titan. Bien sûr, vous avez vu la qualité du jeu, vous avez vu la qualité du public, vous avez vu tous les rois de l'arrondissement du département étaient là. Il faut reconnaître que je passe ce message ici en passant déjà. Président promoteur, François Famawa, vraiment, à travers la mobilisation qu'il a vu tout au long de tout ce tournoi, il faut reconnaître que l'action est très bien et que nous souhaitons que ça se perpétue dans les années à venir. Il est à rappeler que le tournoi des Jeunesses Vacances est une initiative de M. Jules-François Famawa, dont le lancement officiel avait été présidé à Bazou par le préfet du département du Ndé, M. Oumarou Aman Wabi. Les autorités administratives sont les autorités de progrès et de développement. Nous allons encourager, nous allons accompagner toutes les initiatives qui visent la promotion et l'épanouissement de nos jeunes, de nos mamans, de nos populations. Quant au promoteur M. Jules-François Famawa, il n'entend pas s'arrêter en si bon chemin. Qu'est-ce que je promets à la jeunesse? Ceux qui ne vont prendre pas auront des primes. C'est comme je l'ai dit à M. le préfet, ce n'est pas seulement le gagnant à la fin qui aura les primes. C'est-à-dire, il est vrai, au bout du championnat, le grand vainqueur, je crois, c'est 5 millions de francs. Il y a des vainqueurs à 1 million, il y a des vainqueurs à 500 000. Mais on a pris la décision avec tous les sponsors. Lundi à Lulinson s'apprête déjà à vivre les différentes grandes finales du tournoi des jeunes vacances et qui donnera une fois de plus l'occasion aux amoureux du sport roi de boucler des vacances bien méritées dans le département du Ndé. Dans une poussière de seconde, la deuxième partie de ce journal.
Je reçois sur ce plateau Eli Tchepma. Bonsoir. Bonsoir, Céline. Vous êtes expert en gestion des risques. Comment vivez-vous cette saison pluvieuse dans la ville de Douala? Avec toutes les difficultés comme tout le monde, car il devient difficile de se mouvoir, que l'on soit à pied ou en voiture, parce qu'à chaque tombée de pluie, on a des embouteillages un peu partout. Et à côté des embouteillages, il y a ce risque élevé, ces inondations, ces scènes d'inondations vécues dans plusieurs quartiers de la capitale économique du Cameroun. Qu'est-ce qui explique la récurrence des inondations, aussi bien dans des quartiers populeux que même au centre-ville de Douala? De prime abord, il ne faut pas considérer la situation de Douala comme une situation fataliste. D'ailleurs, il convient d'abord de définir ce que c'est qu'une inondation. L'inondation est une submersion temporaire par l'eau des terres qui ne sont pas submergées en temps normal, quelle que soit son origine. Et on sait qu'il y a plusieurs origines. Ça peut être des crues de rivières, ça peut être des torrents, ça peut être des remontées de nappes, ça peut être les ruissellements urbains et ça peut être des submersions marines. Et la situation géographique de Douala s'y prête correctement. Parce que si vous prenez Douala, il y a la zone est qui se trouve un peu surélevée, qui n'a pas assez d'inondations. Quand vous tombez vers la zone de Bassa et Douala 5e et Douala 2e, 3e, une partie de Douala 3e, vous commencez à être dans des situations ou bien dans des zones d'inondation. Bonaberi, par exemple, c'est une zone déjà au niveau en dessous de la mer. Ce qui fait que Douala a une prédilection pour être inondée. Alors, à côté de ce caractère endémique des risques d'inondation, il y a un problème qui se pose dans la gestion de ces catastrophes, de ces phénomènes naturels. Comment appréciez-vous cette gestion des inondations dans la ville? Avant de parler de la gestion, il convient de savoir pourquoi est-ce que ces inondations peuvent avoir des conséquences. Nous parlerons d'abord de l'histoire de Douala, parce que si vous voyez, au moment de la colonisation, les colons se sont installés à Douala en créant une zone économique, une zone résidentielle et une troisième zone pour la population. Et il y avait donc Bonanjo, qui était la zone résidentielle, Aqua, qui était la zone économique, et le reste. Maintenant, il n'y a pas eu une planification écologique telle que ça se fait partout ailleurs pour un aménagement du territoire correct. Alors, par la suite, il y a eu une occupation totalement anarchique qui se multiplie d'année en année, et cette occupation anarchique auquel s'ajoutent les ordures ménagères font que tous les cours d'eau qu'on a à Douala sont presque obstrués. Et à chaque fois que la pluie tombe, il n'y a plus de passage pour de l'eau, ce qui crée une quantité d'eau élevée et parfois des dégâts que vous connaissez très bien. Je peux vous rassurer que depuis les années, je pense, 2001 à cette année-ci, on a eu environ 3 morts à Douala avec des dégâts matériels incontestables. Mais pourtant, les autorités locales et les pouvoirs publics estiment et font savoir qu'il y a une mobilisation importante pour le drainage des eaux de pluie, pour le curage des différents drains existants dans la capitale, mais aussi l'aménagement de ces différentes rivières qui débordent souvent durant les pluies. Que pensez-vous de ce système de gestion de ces inondations et de ces eaux de pluie? Parlons d'abord de l'existant. Il faut se dire que les institutions au Cameroun posent parfois problème. Quel problème? Vous avez à Douala la communauté urbaine qui se bat. Et quand on voit de multiples études qui ont été faites à la communauté urbaine, ça veut dire qu'il y a une conscience de cette situation. Ont-ils les moyens de résoudre ces problèmes-là? Je ne crois pas. Toutefois, pour résoudre ce genre de problème, il faut une organisation parfaite, ce qui institutionnellement n'existe pas. Pourquoi? Parce que lorsqu'on veut résoudre les problèmes d'inondation, qui sont ce que nous appelons des catastrophes naturelles, il faut pouvoir identifier les zones de danger, les cartographier, ensuite mettre en place tous les moyens qu'il faut pour résoudre des problèmes et essayer de manager cette situation au fur et à mesure. Mais dans la ville de Douala, d'aucuns estiment que ces zones sont cartographiées et que des financements
de la Banque Financement Français ont été débloqués ces derniers mois pour permettre l'aménagement, par exemple, au Kondi ou à Makepe-Misoke dans le 5e arrondissement de Douala. Ces moyens, pour vous, ne sont-ils pas assez conséquents? On ne gère pas les risques, surtout les risques naturels, en parlant uniquement des moyens. Il y a 4 piliers dans la gestion des risques. Lesquels? D'abord, l'information. Connaître les phénomènes des risques, informer et responsabiliser le citoyen. Ensuite, il y a la prévention. Empêcher, sinon réduire l'impact du phénomène naturel prévisible sur les personnes. Faire de la protection. Et quand cette situation arrive, gérer les situations de crise. Est-ce que ces 4 piliers sont respectés dans la gestion des inondations dans la ville de Douala? Dans la ville de Douala, on ne peut pas parler uniquement de la ville de Douala parce que tout dépend de toute la politique nationale de gestion de risques. Il existe au Cameroun ce qu'on appelle la protection civile, qui est logée au ministère de l'administration territoriale, oui, qui existe depuis et qui avait pour rôle 4 axes complémentaires. Le premier, c'était identifier les risques de catastrophes afin que les populations les évitent. Le second volet, bon, c'était des organismes chargés de répondre aux crises. Ensuite, l'intervention apparaît aujourd'hui, lorsqu'on le voit, comme la seule chose qu'on peut voir, parce que dès qu'il y a risque, il y a des courses. Est-ce que cette institution joue son rôle, concrètement? Vous ne pouvez pas avoir une institution basée à Yaoundé pour gérer facilement le risque à Douala. Espérons que la décentralisation permettra, parce qu'en réalité, il faudrait, parce que lorsqu'on parle de protection civile, le préfet doit d'abord être capable de cartographier tous les risques dans sa zone. Ensuite, le maire doit être capable d'identifier, parce que vous ne pouvez pas gérer ce que vous ne connaissez pas. Il faut absolument d'abord identifier, donner les priorités, savoir où on doit agir, et ensuite informer la population, parce que si vous le voyez très bien, chaque fois qu'il y a inondation, vous allez voir que même la police est totalement dépassée pour orienter les voitures, et c'est parfois les riverains qui sont capables d'aider la situation dangereuse. Pouvons-nous gérer dans la ville de Douala ce phénomène, ces catastrophes naturelles, sans prendre en compte la prolifération de cette urbanisation anarchique dans des zones à risque? Je vous ai déjà dit d'entrée de jeu qu'il y a 2 raisons majeures. L'occupation anarchique de l'espace et, malgré l'effort fait par la société qui collecte les ordures ménagères, ils ne sont pas capables de faire compte tenu de la croissance de la population. Comment améliorer donc le quotidien dans la ville de Douala pour réduire les risques d'inondation? Ça doit être une situation prise en compte ou bien gérée par l'ensemble de la population, autant les autorités que la population. Ça veut dire quoi tout simplement? Dans chaque préfecture, on doit être capable d'identifier toutes les zones de risque et informer la population, essayer de dire quel comportement on doit tenir en zone de pluie et en saison de pluie, et aider les populations à savoir se tenir quand arrive ce genre de situation. Merci Elie Tchepma. Je rappelle que vous êtes expert en gestion des risques. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Equinox Télévision pour suivre Parole de femmes présentée par Julingue Nyondé. Bonne soirée sur Equinox Télévision. Le tatouage sur son dos ferait frémir le Christ du Haut-Tsakua. Jesse, alias Satan, fait partie d'un gang de bandits et tuerait ses victimes au rythme des battements de son cœur. Ces faits d'armes se racontent à visage caché par crainte de représailles pour celui qui en fait le récit. J'étais chez moi un chose environ de 2 heures. J'ai compris, sauvez-moi, sauvez-moi, sauvez-moi. Je suis sorti. À mon carrefour, j'ai rencontré 2 femmes, elles étaient 3. Elles m'ont dit qu'il y a 2 gars qui les ont agressés, et prendre les sacs. Je cours donc vers la victime, je constate qu'elle était tout le côté trempé du sang.
Elle m'a dit, elle connaît même des petits qu'il a agressés. C'est la deuxième fois qu'on les agresse sur ce carrefour. Satan, il s'appelle Satan. Et il sème toujours la terreur au quartier. Satan et ses compagnons d'infortune, récemment tombés dans la nasse des éléments de la gendarmerie de Nilon, au 3e arrondissement de la ville de Douala, étaient spécialisés dans l'agression des femmes, le vol de motos et le braquage à main armée dans les domiciles. Les présumés malfrats présentés au public contestent avec véhémence ce butin qui leur est attribué. Ça ne va pas nous tuer ça. Les populations, par l'entremise du chef de quartier, saluent le travail de la gendarmerie nationale. Depuis que les éléments de Nilon ont décidé d'assainir, nous dormons un peu. Je demande à tous les chefs de collaborer, la population de collaborer, ne pas avoir peur. Je n'ai pas sorti d'ailleurs pour venir vous mettre dans votre propre quartier. Les présumés malfrats, au moment de quitter la brigade de gendarmerie de Nilon, ont promis revenir faire la peau au béret rouge. Des menaces qui pourraient sceller définitivement le sort de Satan et sa bande devant les juridictions compétentes. L'élan humanitaire d'un bateau médicalisé accosté à Douala suscite déjà le désespoir chez des milliers de Camerounais victimes de maladies graves mais recalés lors de la sélection des bénéficiaires d'une prise en charge médicale gratuite. Je vous le disais en titre, seuls 4500 malades sont retenus pour cette opération sur environ 20 000 enregistrés. Des malades laissés pour compte et indigents continuent de mettre la pression sur les pouvoirs publics. Ils expriment leur cri de détresse dans ce reportage d'Innocent Abega et Sylvestre Zangao. Sous la pluie et le poids de la douleur, des malades se dirigent vers la cellule de suivi et d'évaluation de l'opération Merci Chip pour avoir des informations sur leur cas. Il y a une chose, soit vous êtes retenu, soit vous ne l'êtes pas. Et là, maintenant là, allez, retenez seulement une seule chose, c'est que vous devez aller attendre. Si on pourra vous appeler, on ne va pas vous appeler. Parce que vous dites qu'on a la bonne information, personne n'a la lettre sur la table. Donc allez attendre. Si vous ne voyez, si on ne vous appelle pas, on ne vous a pas retenu. Mais si on vous a retenu, on va vous indiquer, on va vous appeler. Habités par le désespoir, ces recalés de l'opération se tournent vers les pouvoirs publics pour demander que le nombre de 4500 patients retenus pour être pris en charge soit revu à la hausse. Mais il y a tellement des indigents, tellement de malades qui n'ont pas pu accéder au bateau. Parce qu'on nous inscrivait en relevant nos numéros de téléphone. Nous, on pensait que quand le bateau serait là, on allait nous appeler au téléphone, qu'on vienne passer au moins devant ces médecins avant qu'ils jugent qu'ils peuvent laisser ceux-ci et plus intervenir qu'à ceux-ci qui sont plus graves. 4500 personnes, c'est très peu par rapport aux 10 régions du pays. Parce qu'il y a des gens qui souffrent, qui n'ont même pas le moyen de s'acheter une quinine. Je prie le président que pardonne une d'aide à les gens qu'on n'a pas pris. Parce que moi, je suis en train de mouiller sur la pluie, on n'a pas pris. Comment je dois alors faire? Je dois faire comment? Pardon, quand on me prenne aussi, ça fait 3 ans ou 4 ans que je marche avec mes pieds. Face à l'insistance de ces malades désespérés, les membres de la cellule de suivi et d'évaluation de l'opération ne peuvent rien faire d'autre que de se limiter à leur rôle. On est là dans l'accompagnement psychosocial, ça veut dire qu'on accueille les malades, on les identifie et on les oriente dans les centres déjà retenus. Il y a des gens qui étaient sceptiques, qui ont eu l'information, mais ils ont refusé de croire. Mais maintenant que Merci Chip est déjà là, ils croient et ils viennent vers nous pour dire qu'ils veulent s'enregistrer, mais c'est déjà tard parce qu'on a déjà arrêté avec les enregistrements. Les malades déjà informés de l'avis favorable donné à leur dossier sont invités à attendre dans leurs localités respectives, qu'ils soient à nouveau contactés pour être acheminés vers la maison du parti de Douala.
la promotion de Pierre Manganga Moussavou, de Pierre Claver Manganga Moussavou, la promotion de René Ndemezo et d'autres compatriotes justifie cela, la volonté du chef de l'État. Il est tout à fait normal qu'après un dialogue, que les gens continuent à réfléchir et à gérer le Gabon ensemble. Et bien que les tensions persistent entre le pouvoir et le chef de l'opposition, on veut conjurer les mauvais augures et espérer qu'on peut faire mieux, malgré tout. Moi, j'aurais souhaité que Jean Ping puisse participer au dialogue. Même après une guerre, les gens se retrouvent toujours ensemble pour le bien-être de leur pays. Comme un réceptacle, la rencontre du Parlement panafricain à Yaoundé ouvre la porte à tous les espoirs de l'Afrique face à elle-même. Quelques mois après l'instauration d'un dialogue politique au Gabon, une nouvelle architecture se dessine dans les institutions gabonaises et Pierre Claver Manganga Moussavou fait son entrée au poste de vice-président de la République. Pendant ce temps, le camp Ping reste sur ses positions et ne participe pas à ce nouveau gouvernement formé il y a quelques jours sur proposition du Premier ministre gabonais. Des précisions avec Eric Ouattat et Eric Martial Ndiomo. La nouvelle architecture du gouvernement gabonais intègre plusieurs résolutions du dialogue national qui s'est achevé il y a plusieurs semaines. Le point le plus important est l'attribution du poste de vice-président. Et c'est Pierre Claver Manganga Moussavou, figure de proue de l'opposition gabonaise, qui a été choisi par Ali Bongo Dimba pour occuper ce poste. Opposant de longue date au régime du père et du fils Bongo, il a le mérite d'avoir affronté Omar Bongo lors de la première élection présidentielle pluraliste de 1993. Il a ensuite été candidat malheureux aux présidentielles suivantes. Lors de celles du mois d'août 2016, il avait terminé en 5e position. Le poste de vice-président pourtant prévu dans la constitution gabonaise n'avait pas été pourvu depuis l'arrivée il y a 8 ans d'Ali Bongo Dimba à la tête du pays. Il est à noter que le vice-président seconde le président de la République dans ses tâches. Plusieurs autres membres de l'opposition dite modérée font leur entrée dans ce gouvernement. Patrick Eyogo, Estelle Ondo ou encore René Ndemezo Obiang, qui avait coordonné la campagne de Jean Ping lors de la dernière présidentielle. Idem pour Jonathan Doutoumengome. Bruno Ben Moubamba perd son poste de vice-premier ministre et récupère celui de ministre d'État, ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme. Ce gouvernement d'union nationale compte 37 ministres, un peu moins que le précédent, même si quelques observateurs critiquent sa faible orientation économique, alors que le pays est secoué par une récession importante qui s'étend à toute la sous-région Afrique centrale. Et au lendemain de ce remaniement ministériel gabonais, l'aile dure de l'opposition et la société civile déplorent un simple jeu de chaises musicales où des anciens opposants sont récompensés pour leur participation au dialogue politique. Cependant, d'aucuns estiment que ce nouveau gouvernement gabonais dévoile la profonde fracture au sein du PDG, le parti au pouvoir, en raison du choix de certaines personnalités réputées proches d'un mouvement politique contesté au Gabon. Je vous propose d'écouter la réaction de Marc Ona Essangui, coordonnateur du mouvement Tournons la page au Gabon. Mon commentaire par rapport à ce gouvernement, c'est qu'il n'y a pas de nouveauté. C'est tout simplement une opération de chaise musicale et un gouvernement complété par quelques transfuges de l'opposition qui ont contribué à l'organisation de ce dialogue. Et ce que je constate tout simplement, c'est que le Mogabo, qui est une branche qui prétend défendre les intérêts d'Ali Bongo, a pris le dessus sur un autre groupe du gouvernement et même du PDG qui n'était pas d'accord avec cette façon de faire. Il vous souviendra que le Mogabo était à l'origine de la dissension au sein du PDG, de la dissidence menée par un groupe appelé Héritage et Modernité. Dans cette guerre Mogabo, gouvernement et PDG, la sortie de M. Ntoutoumengom, Jonathan et Télésor Obam ont mis en évidence les divisions au sein du parti au pouvoir. Et leur position très tranchée contre le Mogabo risque d'avoir
des répercussions sur ceux qui vont aller dans ce gouvernement. Par exemple, M. Jonathan Toutoum, je ne sais même pas à quelle sauce il sera mangé dans ce gouvernement pour ses positions très tranchées contre le Mogabo, qui a eu le dessus, parce que l'analyse que moi je peux faire, c'est qu'Ali Bongo a préféré, comme d'habitude, prendre le parti de Mogabo au détriment des autres membres du gouvernement qui n'étaient pas du tout d'accord avec ce discours très belliqueux du Mogabo. Par exemple, M. Bilégunzé, Alain-Claude, qui est l'un de... Qu'est-ce qui explique le caractère endémique et les Camerounais victimes de maladies graves et bénéficiaires de cette prise en charge médicale gratuite sont déjà attendus à Douala, notamment ceux qui viennent de l'extrême nord. Ils ont reçu leur lettre de rendez-vous des mains du gouverneur de cette région à l'extrême nord. Des précisions avec Amadou Daïrou et Mirabel Mazo. De l'espoir en vue pour les personnes atteintes de maladies rares, des malformations et autres pathologies difficiles à soigner et dont la prise en charge est coûteuse. Ils sont au total 147 patients sélectionnés dans la région de l'extrême nord pour cette première vague de soins au Merci Chivi. Ça, c'est la première vague qui est partie. Nous avons convié tout le monde, les leaders religieux traditionnels, pour leur souhaiter des prières écuméniques, pour leur souhaiter un bon voyage, mettre également tout ça à la dimension spirituelle pour que tout se passe dans les conditions de gloire qu'il devait nous retrouver. Après avoir reçu des membres du gouverneur de la région de l'extrême nord leur lettre de rendez-vous, ces malades ont pris la route pour Douala dans l'espoir de recouvrer la santé. Pour bénéficier de cette manne, les pouvoirs publics disent avoir pris les mesures nécessaires pour le convoi des patients et leurs accompagnateurs venant hors de la ville de Douala. Nous avons mis tout en œuvre dans toute la région, tous les villages, en dépit des conditions de sécurité que nous connaissons, et en dépit également des problèmes de saison où les routes sont impraticables. Nous avons pu à ces jours recenser près de 150 personnes. Pour le cas spécifique de l'extrême nord, les malades sélectionnés nécessitent des opérations chirurgicales compliquées. Ils sont essentiellement des enfants âgés de 3 à 15 ans. Ils vont pour la chirurgie orthopédique. Donc c'est des enfants qui sont nés avec des malformations congénitales des membres supérieurs et inférieurs. Un ouf de soulagement pour les parents de ces progénitures qui caressent le rêve de guérison. Une grande joie par rapport aux sélections. Il y avait eu tellement beaucoup de personnes dans notre district de santé de Kaélé, mais c'est ma fille qui est retenue. Donc j'ai une grande joie de la bonne guérison de ma fille. Bon, la souffrance, ce n'est que quand elle était petite, elle n'arrivait même plus à pas marcher. Actuellement, elle est debout, les membres ne font pas de mouvements. Bon, si par la grâce de Dieu, j'arrive déjà à ce que ces membres font déjà des mouvements, c'est déjà beaucoup. Merci Chip est une organisation non gouvernementale, humanitaire et internationale. Elle s'est donnée pour mission d'améliorer l'accès aux soins de santé dans les pays africains. Vous n'avez peut-être pas oublié cet autre cri de détresse de 800 étudiants camerounais victimes d'arnaques et d'escroqueries lors d'une formation dans une école clandestine à Bafoussam. Ils sont allés mettre la pression sur le Premier ministre afin d'obtenir la reconnaissance de leur formation d'agents des eaux et forêts. Cependant, la situation demeure compliquée pour les autorités impliquées dans ce scandale où un centre de formation ne disposant d'aucun agrément a abusé de la naïveté de la jeunesse camerounaise en quête d'un emploi décent. Reportage d'Alastiana et Jean-Paul Fougnat. Face au refus du gouverneur de l'Ouest de publier l'accord qui aurait été formalisé entre les ministres Zachary Perevet du Minefop et Philippe Ngolem-Gwessé des Forêts pour la reconnaissance de leur diplôme de fonds de formation, les élèves forestiers de Bafoussam étaient à Yaoundé vérifier l'existence physique de l'arrêté conjoint des deux départements ministériels. Ils nous ont demandé si on a cette lettre, on les a bien expliqué vraiment qu'ils ont vraiment refusé de nous remettre ces lettres. Ils nous ont dit, à part la lettre circulaire du communiqué presse radio qui est sorti depuis le 16 février 2016, aucune lettre n'est sortie après cette lettre, aucune arrêté. Cette communiqué presse, et ils l'ont tracé
pour nous prouver vraiment que jusqu'à nouvel ordre, aucun centre ne pourrait former les forestiers. Et quand ils n'ont envoyé aucune lettre. Les 106 apprenants indiquent qu'à leur arrivée à Yaoundé, même le comité d'accueil des forces de maintien de l'ordre s'est indigné de leur situation. Quand ils ont pris ces requêtes et ces preuves, ils ont lu ça. Eux-mêmes, vraiment, ça les a d'abord touchés en première position. Ils ont directement demandé le nom de ce promoteur. Ils ont posé la question s'il y a un gouverneur dans cette région. On les a dit qu'il y a un gouverneur. Ils étaient étonnés. Indexé d'avoir délivré agrément pour le fonctionnement d'une école des eaux et forêts, Zachary Perevet, dans cet arrêté du 9 mars 2017, se défend qu'il s'agissait d'un institut professionnel habilité à la formation en 14 métiers de la foresterie, excluant d'office la conservation de la biodiversité et écosystème, le contrôle et la police forestière, domaine exclusif de l'État et non des privés. Dans cette correspondance adressée à ces services déconcentrés avec ampliation au gouverneur des régions et préfets, le ministre Perevet demandait à ses délégués régionaux et départementaux de veiller dans ces centres au port des tenues ordinaires sans ressemblance aucune à celles des agents des eaux et forêts. Mais à Bafoussam, le promoteur de cet institut, Stéphane Serge Kouyaté, ici en image, et les autorités administratives piétinent la réglementation en vigueur. Ici, la sortie d'une promotion sous la bannière École des eaux et forêts d'Afrique centrale voit à travers ce nouveau gouvernement un signe fort d'apaisement pour remettre le Gabon sur les rails du développement, analyse et décryptage à suivre au cœur de ce journal. Et ça bouge dans les chantiers des infrastructures sportives destinées à abriter la CAN 2019. On fait le point sur les chantiers qui sont en cours de réalisation à Garoua et à Douala au cœur de ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Encore un incendie au marché central de Yaoundé. Les flammes se sont déclenchées aux premières heures de la matinée. Une vingtaine de boutiques sont parties en fumée. Aucune perte en vie humaine, mais d'importants dégâts matériels évalués à des centaines de millions de francs CFA. Des commerçants victimes et sinistrés ne savent plus à quel sens se vouer au regard des pertes énormes enregistrées à l'approche de la rentrée scolaire. Des témoins affirment qu'un court-circuit électrique est la cause probable de cet incendie. Ce marché central à Yaoundé reste toujours vulnérable au risque élevé d'incendie, un sempiternel problème qui n'a pas toujours été résolu. Emmanuel Diop et Aïk Cyril. Tenus à bonne distance par les forces de l'ordre, les commerçants du marché central de Yaoundé assistent impuissants à la montée des flammes. Tout est réduit en cendres et ma librairie était en première ligne. Ça ne reste que la cendre en pleine rentrée. Et comme vous le savez, nous qui faisons dans la librairie, on s'arrange à être au complet un mois avant la rentrée. Malheureusement, 2 semaines avant la rentrée, tout ce que j'ai acheté, tous les crédits qu'on m'a donnés, c'est passé en flamme, c'est parti en flamme. L'incendie ravageur est déclaré aux premières heures de la matinée. C'est autour de 4 heures qu'un policier m'appelle pour me dire qu'il y a le feu qui est en train de se brûler derrière mon magasin. À l'arrière, là, on est à peu près à une dizaine de mon côté. Après, le feu est reparti de côté des voisins. Je ne peux pas estimer le nombre de boutiques qui se trouvent de l'autre côté là. Selon des sources, une vingtaine de boutiques au total sont réduites en cendres. À notre arrivée, nous avons trouvé une boutique totalement en flammes et nous avons immédiatement commencé l'extinction. Nous avons eu des soucis. Par exemple, la présence de l'énergie électrique qui a tardé à être isolée. Ensuite, la mauvaise architecture ou l'architecture complexe de tous les bâtiments voisinantes et le bâtiment concerné même par le feu. L'armée de terre, la gendarmerie, la police et les sapeurs-pompiers ont été mobilisés pour maîtriser les flammes. Mais l'absence d'une bouche d'incendie au marché central de Yaoundé complique la situation. En fait, lorsqu'on a un engin comme celui-là,
pendant un feu, il doit être branché directement sur un poteau d'incendie ou bien sur une bouche d'incendie. Ce n'est pas le cas. D'où nous sommes obligés d'utiliser toute la réserve de Yaoundé. Tous les engins pompes, les engins d'incendie, de lutte contre l'incendie de Yaoundé ont été mobilisés pour maîtriser cet incendie. Actuellement, nous avons plusieurs boutiques de matériel divers qui ont été consumées. Les sapeurs-pompiers demandent du renfort. D'autres camions Stern arrivent. Et c'est finalement vers 9h30 que l'incendie déclenché depuis 4h du matin est maîtrisé. Présent sur le théâtre des opérations, le gouverneur de la région du centre donne un code de bonne conduite aux sinistrés. Je dois leur dire de tout faire pour maîtriser le circuit électrique dans leur boutique, puisque c'est tout ça qui est à l'origine. Deuxième chose, d'éviter le réchaud dans les boutiques, parce que quand on se lève tôt le matin, pour pouvoir faire peut-être un petit beignet ou bien un petit thé, ça risque aussi de causer ça. La police et la gendarmerie ont ouvert une enquête pour déterminer les causes de l'incendie. Mais déjà, l'entreprise en charge des questions d'électricité au Cameroun fait savoir que ces installations ne souffrent d'aucun problème, alors que sur place, au marché central, la thèse d'un court-circuit pour cause de mauvais branchements électriques est fortement évoquée. Ils ont fait régner la terreur dans le 3e arrondissement de Douala, spécialistes des braquages à main armée dans des domiciles, auteurs de plusieurs agressions mortelles et de vols de motos. Ces malfrats viennent d'être interpellés lors d'une opération menée par la brigade de gendarmerie de Nilon. Cependant, une inquiétude persiste sur le statut des membres de ce gang. Comment des repris de justice sont-ils replongés dans le grand banditisme? Le récit des faits avec Donald Anouzoua et Eukwa Claude. Avec tous les honneurs militaires indus, balancés entre remboursement de la moitié de leur pension ou poursuite d'une formation à l'issue incertaine, les élèves forestiers de Bafoussam ont saisi le Premier ministre Philemon Yang pour arbitrage. Affaire à suivre. Dans ce contexte d'insécurité transfrontalière, des policiers, gendarmes et autres douaniers ont été édifiés sur les techniques d'identification des engins explosifs improvisés durant une formation à l'École internationale des forces de sécurité à Yaoundé. Leur formation vise donc à leur donner les clés pour être capable de désamorcer dans un proche avenir ces engins explosifs. Joël Essenge et Marcelin Gansop. Face à la puissance de feu des forces de défense camerounaises, Boko Haram a opté pour la lâcheté à travers les attaques kamikazes et l'utilisation des engins explosifs. La menace de ces engins est telle qu'il faut tout faire pour en limiter l'impact et par ricochet sauver des vies. L'actualité quotidienne est émaillée par les reportages incessants relatifs aux actes perpétrés à l'aide de l'explosif par les membres de la secte terroriste Boko Haram dans les régions septentrionales du Cameroun. La protection des personnes et des biens étant une mission régalienne de l'État, le séminaire organisé à partir de ce jour s'inscrit dans ce contexte pour fournir aux agents publics des diverses administrations publiques les outils nécessaires pour assurer efficacement cette mission de protection. Voilà qui justifie cette formation destinée aux forces de sécurité, mais également élargie aux douaniers et autres agents des eaux et forêts. Chacun de ces acteurs devant désormais être capable de détecter les engins explosifs, devenus une véritable arme de destruction massive dans le cadre de la guerre contre Boko Haram. Messieurs les séminaristes, vos administrations respectives vous ont fait l'honneur de vous désigner pour suivre cet important module de formation. Il reste à vous à présent de le mériter par votre assiduité et par votre sérieux en suivant utilement les enseignements qui vous seront dispensés pendant votre séjour ici. Cela va sans dire que la préservation de la paix et de la sécurité constitue une condition indispensable pour le plein épanouissement de nos populations et le développement de notre pays.
La formation ouverte à l'œil force s'inscrit en droite ligne des missions statutaires de cette école. Elle met un point d'honneur à la formation dans les domaines de la sécurité intérieure ainsi que les opérations de maintien de la paix. Sur un continent africain en proie à des crises sécuritaires et des conflits sociopolitiques que valent les décisions du Parlement panafricain, cette instance méconnue des Africains tient à sortir de l'ombre. Elle organise une conférence internationale à Yaoundé. Au-delà de la vulgarisation de ces missions, les parlementaires panafricains se sont penchés sur les questions brûlantes d'actualité sur le continent. Compte rendu, Élisée Bogba et Gizogo. La conférence internationale de Yaoundé sur le Parlement panafricain s'est ouverte avec l'objectif clairement affiché de mieux faire connaître cette institution au peuple. Les enjeux de Yaoundé vont permettre, au sortir d'ici, d'avoir une idée globale de ce qu'est ce Parlement panafricain qui représente les peuples africains. C'est un organe de l'Union africaine. Les gens sont peut-être habitués à la Commission de l'Union africaine, mais ils ne savent peut-être pas qu'il y a d'autres organes, et des organes très importants qu'on appelle le Parlement panafricain et les autres, le NEPAD et autres. Dans la même perspective, l'élan unificateur des politiques en vue d'une seule Afrique est promu. L'élan est réel quand vous voyez la progression, parce qu'on part de l'OUA et aujourd'hui on est au niveau de l'Union africaine. La différence entre l'OUA et l'Union africaine est qu'on a voulu la participation des peuples au développement de l'Afrique. Oui, les chefs d'État africains ont cette volonté et c'est pour cela que progressivement les peuples africains trouveront leur compte. Ce qui met en exergue la décision des autorités tchadiennes de donner un coup de fouet au processus d'intégration sous-régionale. À mon sens, les décisions que viennent de prendre les autorités tchadiennes est une étape de la mise en œuvre de cette volonté politique des hauts responsables de la sous-région Afrique centrale. Cela constitue, à mon avis, un acte qu'il faut saluer. C'est un exemple. Je souhaite bien que les autres pays emboîteront le pas au Tchad. Pour autant, à l'intérieur des États, comme au Gabon, cette quête passe par la poursuite du jeu politique avec un remaniement ministériel.